Bienvenue au Sensor Studio guidé par le bon sens. Ces derniers temps, il semble qu'Israël attaque ici et là les pays de l'Arc au Moyen-Orient, avec une puissance militaire véritablement écrasante. Israël a même choqué en exigeant que la Syrie laisse des terres vacantes pour une utilisation future, si nécessaire. Aujourd'hui, nous allons examiner la stratégie récente d'Israël et la situation actuelle au Moyen-Orient. Regardons cela tout de suite. Le 16 septembre, heure locale, Israël a fait une proposition à la Syrie. Il s'agissait de créer une zone tampon sur le territoire syrien. Jusqu'où cela va-t-il aller ? Il s'agissait de créer une zone démilitarisée et d'exclusion aérienne du sud-ouest de la Syrie, de Damas à la frontière israélienne. En réalité, ce n'était pas vraiment une proposition, mais plutôt une exigence unilatérale. La zone démilitarisée proposée par Israël comprend 3 secteurs, où le niveau d'armement syrien diffère selon les secteurs. En écoutant bien, quelque chose paraît étrange. L'armée syrienne a un armement variable, alors qu'Israël reste fortement armé. Voyons d'abord ce qu'Israël a exigé. Près de la frontière israélienne, le déploiement de troupes syriennes et d'armes lourdes est interdit. Seuls les policiers chargés du maintien de l'ordre peuvent y être déployés. De plus, toute cette zone démilitarisée est désignée comme une zone d'exclusion aérienne, interdisant l'accès aux avions syriens. En outre, Israël demande également l'établissement d'un corridor aérien, permettant à ces avions de se rendre directement en Iran via la Syrie. La raison en est qu'Israël souhaite que l'espace aérien soit ouvert, afin de pouvoir se rendre rapidement en Iran lors de frappes aériennes. Israël a proposé de retirer ses troupes des territoires syriens occupés si la Syrie acceptait ses demandes. Cependant, le problème est qu'il ne s'agit pas d'un retrait total. Israël a exigé de garder la base militaire du mont Hermon, qui permet de bombarder directement Damas, tout en retirant ses autres troupes. Le gouvernement syrien a d'abord été réticent mais calme. Après la guerre civile, la Syrie s'est montrée très conciliante envers les États-Unis. À la demande des États-Unis, la Syrie a suspendu sa réconciliation avec Israël et n'a pas répondu à la proposition israélienne après plusieurs semaines. En fait, cela se comprend, car les demandes d'Israël sont vraiment absurdes et ignorent la souveraineté syrienne, ce qui explique pourquoi la Syrie semble beaucoup hésiter. La Syrie préparerait aussi une contre-proposition à Israël. La Syrie traverse une période difficile en tentant de se normaliser avec l'appui des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Par conséquent, la Syrie subit des pressions pour accepter au moins une partie des demandes d'Israël. Si Israël refuse ces demandes et lance même une attaque aérienne contre la Syrie, cela provoquerait un grand chaos dans le pays, mettant la Syrie dans une situation où elle ne peut ni avancer ni reculer. La Syrie discutera de la proposition avec Israël à Londres le 18 septembre, tandis que les États-Unis suspendront leurs actions. Cependant, selon les médias étrangers, bien qu'il y ait des progrès, aucun accord imminent n'est attendu, ce qui laisse présager que ces discussions se poursuivront. Les dernières actions d'Israël sont une forme extrême d'attaque défensive. Au sein de la communauté internationale, la politique d'Israël est jugée excessivement belliqueuse et agressive, mais à l'intérieur même d'Israël, la perspective est tout à fait différente. Les dirigeants et l'armée considèrent cette ligne dure comme un choix inévitable pour la survie du pays. Pour Israël, l'environnement reste toujours chargé de menaces potentielles. À la frontière libanaise, le Hezbollah possède des missiles. À Gaza, le Hamas dissimule des armes. Au Yémen, les Houthis soutenus par l'Iran testent leurs frappes à longue distance. Même le Qatar est désigné comme une base d'opération pour les groupes armés palestiniens. Pour Israël, le Moyen-Orient paraît comme un encerclement dirigé contre lui. C'est ainsi qu'est apparue la stratégie Papo. Le terme original est « poke around and find out », qui en Israël est couramment utilisé pour signifier de façon directe « si tu fais le malin, tu vas avoir des ennuis ». Israël adopte une position offensive, affirmant qu'il sanctionnera préventivement toute menace, peu importe l'adversaire. Une fois le conflit engagé, Israël montre une forte volonté de poursuivre jusqu'au bout et de faire payer le prix à l'adversaire. Pour appuyer cette stratégie, Israël a lancé en septembre le satellite Ofek Dix-9. Le satellite qui observe depuis l'espace enregistre en temps réel tous les mouvements au-delà des frontières, et ces informations collectées sont immédiatement transmises à l'unité 9900 relevant du service de renseignement militaire. Cette unité est une organisation spécialisée dans l'interprétation d'images et l'analyse de données géospatiales, capable de détecter même les plus petits changements dans les bâtiments ou les itinéraires des véhicules. Même une scène qui semble insignifiante à première vue peut, entre leurs mains, être instantanément transformée en cible d'attaque. Les informations recueillies sont immédiatement transmises aux opérations de l'armée de l'air et des forces spéciales. C'est la raison pour laquelle une région du sud de la Syrie, qui menait une vie ordinaire il y a seulement quelques jours, se retrouve soudainement bombardée du jour au lendemain. En coulisses, un système triangulaire de renseignement, surveillance et frappe fonctionne parfaitement. Israël n'utilise pas ce système uniquement pour se venger. Plutôt qu'attendre l'attaque adverse pour riposter, une stratégie de pression préventive a été adoptée afin de neutraliser l'ennemi avant qu'il ne se prépare. Si le Hezbollah envisage de construire une base de missiles près de la frontière, une frappe préventive est lancée avant qu'elle ne soit opérationnelle.
Si l'Iran tente de déplacer des troupes et des armes via la Syrie, une frappe aérienne est immédiatement lancée dès que cela est détecté par le réseau de surveillance. Au final, cette stratégie suscite une tension et une peur constante chez les pays voisins, tout en s'inscrivant dans une vision à long terme visant à réorganiser l'équilibre des forces au Moyen-Orient autour d'Israël. Il ne s'agit pas seulement de répondre à une menace, mais d'une stratégie structurelle pour qu'Israël domine la région durablement. Les pays arabes et musulmans du Moyen-Orient ont organisé un sommet d'urgence le 15 septembre pour condamner unanimement l'attaque aérienne d'Israël contre le Qatar. Lors du sommet, une déclaration commune a appelé tous les pays à prendre des mesures juridiques pour empêcher Israël d'agir contre les citoyens palestiniens. Ils ont proposé comme mesure de revoir les relations diplomatiques et économiques avec Israël et d'engager des procédures juridiques. Ils ont également déclaré qu'il fallait coordonner les efforts pour suspendre l'adhésion d'Israël à l'Organisation des Nations Unies, lançant ainsi officiellement des pressions et des sanctions contre Israël. Même l'Égypte et la Jordanie, qui ont des relations diplomatiques avec Israël, l'ont vivement critiqué. La Turquie affirme que l'absence de négociation d'Israël est à un niveau inédit. C'est le moment où le monde arabe s'unit rapidement contre Israël. La pression exercée par la communauté internationale sur Israël devient de plus en plus forte. Le vote du 10 septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies en a été une illustration claire. La résolution de soutien à la Palestine a été adoptée avec pas moins de 142 voix, pour alors que seuls 10 pays dont Israël et les États-Unis s'y sont opposés. En réalité, la grande majorité de la communauté internationale a soutenu la Palestine, plaçant ainsi Israël dans un camp minoritaire et isolé. Le 11, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a condamné lors d'une réunion d'urgence les frappes sur Doha, soulignant la montée des critiques sur les actions militaires d'Israël au-delà de la légitime défense. Autrement dit, plus les affrontements militaires se poursuivent, plus Israël s'isole politiquement sur la scène internationale. Cependant, il est difficile de considérer que cette frappe aérienne résulte uniquement d'une nécessité militaire. Il y a clairement des calculs politiques derrière cela. Benyamin Netanyahou est le dirigeant ayant exercé le plus longtemps le pouvoir en Israël, mais aussi l'une des figures les plus controversées. Il est jugé pour corruption et les conflits au sein du gouvernement de coalition s'accumulent. Ces situations répétées révèlent peu à peu les faiblesses de son leadership. Les sondages révèlent un soutien variable, tandis que des manifestations anti-gouvernementales se tiennent chaque semaine à Tel Aviv, Jérusalem et ailleurs. Quand sa base politique vacille, il fait toujours les mêmes choix. Lors d'une crise, il en provoque une plus grave pour détourner l'attention du peuple à l'extérieur, jouant toujours la carte de la sécurité. À mesure que la guerre avec le Hamas dure et que les bombardements à Gaza augmentent, le peuple se focalise sur la menace sécuritaire plutôt que sur les scandales de corruption ou les risques judiciaires. Quand un ennemi extérieur apparaît, les conflits internes passent au second plan, mais cette fois, la situation était différente. La communauté internationale a accéléré et renforcé la pression pour un cessez-le-feu. Quand l'atmosphère ne justifiait plus les bombardements sur Gaza, le Premier ministre Netanyahou cherchait une nouvelle issue. La méthode qu'il a choisie a été d'élargir le front. Il a frappé la Syrie, menacé le Liban, étendu le conflit au Qatar et au Yémen. Ce schéma était bien connu même en Israël. Quand la pression politique interne monte, ils exagèrent soit les menaces extérieures pour unir leurs bases, utilisant la stratégie de diversion par la crise. Le Premier ministre Netanyahou a maintenu son long règne grâce à cette stratégie, mais la situation a changé cette fois. La pression internationale s'accentue. Les pays arabes et musulmans renforcent leur solidarité contre Israël, rendant les réactions bien plus intenses. C'est pourquoi certains analysent que la série d'actions désespérées et de mesures radicales qu'il montre actuellement ne sont pas de simples opérations militaires, mais plutôt une lutte désespérée pour sa survie politique. Actuellement, Israël adopte une attitude particulière. Il semble que la situation au Moyen-Orient soit sur le point de s'aggraver encore davantage, et comme les réactions des pays de la région commencent aussi à se concrétiser, il faudra observer attentivement ce qui va se passer. Que pensez-vous de la situation ? Partagez vos avis en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé.